Bonjour et bienvenue dans le podcast de Zero Waste Toulouse. Je suis Chris, bienvenue au 18e podcast. Aujourd'hui c'est l'été, on a très chaud et on a envie d'aller loin, de voyager. Et aujourd'hui on va parler de voyage à vélo. Et pour ça j'ai invité mes deux bros de voyage à vélo et de sport. Bonjour Tony. Salut Chris. Alors Tony c'est mon bro de Zero Waste Toulouse. Et on a un invité spécial, on a Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut, enchanté. Alors Sébastien, toi tu travailles à la Maison du Vélo et tu prépares ton grand voyage à vélo pour le mois de septembre il me semble. Et c'est tout à fait ça. Et je travaille dans la partie tourisme et voyage à vélo de la Maison du Vélo. Alors, je pars en effet juste après en voyage à vélo, donc je suis tout idéal pour ce podcast, il n'y a pas à dire. Ok. Tu pars donc avec ta douce Marie, on la salue. Eh bien oui, on peut la saluer, clairement. La Maison du Vélo, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ? La Maison du Vélo, c'est une association donc sur Toulouse qui est vraiment là pour à la base répondre à toutes les problématiques vélo plutôt urbaines que l'on peut rencontrer pour mettre les gens à vélo. Donc ça va aller de la location à l'aide à la réparation tout court. On va travailler avec les professionnels, les particuliers, on va apprendre aux gens à faire du vélo. Et plus récemment, mais ça fait quand même presque une dizaine d'années, on a aussi une partie tourisme, vélo, voyage. Et on a même eu une agence de voyage, mais qui est en pause depuis le Covid. Donc, pour vous rencontrer, vous êtes en face de la gare Matabio, à Toulouse. Oui, tout à fait. Il faut juste traverser le canal du Midi. C'est ça, donc ça va, c'est pas trop compliqué. C'est gérable. Et ouvert en semaine, n'importe quand. Vous êtes une grosse équipe quand même. Ah, on est plus de 30 maintenant. Okay. Grosse croissance. Mais sinon, oui, pour venir dans nos murs, vous avez du lundi au samedi, globalement, plus ou moins de 9h à 18h30, que ce soit sur la partie classique pour la ville ou la partie randonnée, mais où on est un petit peu plus loin le long du canal, juste après la gare routière, à côté de la nouvelle guinguette, pour nous repérer. Toutes les infos sur le site web et sur tous les réseaux, j'imagine, habituels. Oui, tout à fait. Ok, ça marche. Donc, la maison du vélo.fr, non ? Alors, maisonduvélo-toulouse.com. Okay. D'accord. Parce qu'il y en a dans d'autres villes ? Alors, il y a plein de maisons du vélo, mais on n'est pas du tout reliés. D'accord. On est unique. Ok. Et donc, toi, Tony, t'es mon bro du Polcom de Zero Waste Toulouse. Mais c'est ça. Si je t'ai invité, du coup, c'est pour deux raisons. Déjà, parce que des voyages à vélo, t'en as fait plusieurs. J'en ai fait quelques-uns, ouais. Plusieurs petits week-ends dans la région, dans notre belle région d'Occitanie et deux grands voyages, quelques semaines. Il y a 2 ans et l'été dernier. Ok. Et si je t'ai invité, c'est aussi parce que toi, tu t'es lancé dans la fabrication de sacoches à vélo. Ouais. Du coup, idéal pour le voyage, ça on en reparlera. Donc, tu as lancé ta marque Okia. Oui, c'est ça. Ça fait quelques mois. Voilà. Bon, on en reparlera du coup au moment où on parlera des sacoches à vélo, du matériel disponible. Sacoches Okia qui sont en démonstration au canal à vélo quand même. Si jamais vous voulez les voir. Voilà. Donc le voyage à vélo, déjà, donc ça parle de lui-même, on voyage à vélo plutôt que train, avion, voiture. Pourquoi en fait on fait cette démarche de voyager à vélo plutôt que du coup voyage voiture, bus, train, quoi. Pourquoi le vélo ? Alors pour moi ça va être, je dirais deux aspects principaux. Ça va être la liberté et la lenteur. Quand on voyage en voiture, en bus, alors je vais pas mettre les transports en commun dans la même catégorie que la voiture. D'ailleurs, on peut tout à fait combiner vélo et transport en commun. Ça peut être une super façon de voyager. Mais voilà, c'est cette lenteur qu'offre le vélo est pour moi idéal en fait. C'est un rythme qui est pour moi parfait parce que c'est pas trop lent. Enfin, j'ai jamais voyagé à pied en mode itinérance sur plusieurs jours. Mais bon, à pied, c'est clair qu'on fait pas beaucoup de kilomètres chaque jour. Donc ça peut être peut-être un peu compliqué. Même, je suis sûr que ça va être génial, mais à vélo, on arrive quand même à se déplacer, à faire 50, 60, 80, voire plus kilomètres par jour. Donc on peut vraiment voir du pays, mais ça permet aussi de pouvoir se poser, de s'arrêter facilement, de rencontrer des personnes qui habitent dans les contrées qu'on traverse. Et c'est ce second aspect aussi qui est super important, c'est la liberté.
de pouvoir aller où on veut, quand on veut, de pouvoir s'arrêter. Si par exemple, si on avait programmé de rester un seul jour à un endroit, finalement, on peut tout à fait y rester 3 jours si on en a envie. On n'a pas un train ou un avion qui nous attend. Donc, pour moi, c'est vraiment ces deux aspects-là, la lenteur du voyage et la liberté. Ok. Et oui, effectivement, comme tu le dis, effectivement, un vélo, si, à moins que tu aies, planifié des nuits d'hôtel quelque part, tu choisis ton itinéraire, tu choisis tes pauses, tu choisis ton rythme, quoi. Ouais, après on peut le faire de plein de façons différentes. On peut très bien organiser pour se rassurer, s'organiser sur plusieurs jours, voire organiser une semaine entière ou 15 jours. On fait vraiment ce qu'on veut en fait. On peut réserver un hôtel pour chaque nuit en avance. Bon, clairement ça crée une contrainte. Moi je préfère être un petit peu plus flexible, on va dire, avoir un itinéraire plus ou moins défini dans les grandes lignes, on va dire, mais après garder cette liberté de pouvoir rester plus à un endroit ou moins d'ailleurs. Des fois il y a certains lieux où on est un peu déçu parce que c'est un petit peu trop industriel ou voilà, et donc on a envie de partir assez vite, et donc voilà, ça permet vraiment de cette flexibilité qui est vraiment géniale. Et toi, Sébastien? On risque de beaucoup se recouper globalement, puisque je pense qu'on est relativement d'accord sur le sujet. Mais il y a quand même une reconnexion sur la manière de voyager. On est beaucoup plus raccord à l'endroit où on va passer. C'est-à-dire que si vous voyagez en train, en avion, en bus ou quoi que ce soit, généralement vous allez avoir vraiment l'endroit dont vous partez, l'endroit où vous arrivez. Quand vous voyagez à vélo, globalement, c'est le voyage qui fait partie de... vous faites le voyage, c'est vous, quoi. C'est l'endroit où vous passez, c'est l'endroit où chaque route fait partie du voyage, chaque village dans lequel vous passez. Généralement, vous allez vous y arrêter, vous allez voir des choses, vous allez rencontrer des gens. Enfin, c'est une autre manière de voir les choses. On n'a pas juste la destination finale, on a vraiment toutes les parties que l'on va rencontrer. Et tu l'as dit, Tony, du coup, il y a la lenteur. Et ça tombe sous le sens, mais effectivement, un vélo ne va pas à 200 km/h. À part celui de Sébastien. Bien sûr, j'imagine. Donc, c'est vrai que du coup, plus de lenteur, donc les distances ne sont pas les mêmes. On peut pas aller... oui, évidemment, on n'ira pas aux États-Unis, bien sûr. Mais effectivement, traverser l'Europe à vélo, c'est un voyage de très très long, quoi. Voilà. Si on voulait faire ça, ce serait extrêmement long, quoi. Je crois que Sébastien a prévu de le faire bientôt, donc il peut peut-être en parler. Oui, c'est là par contre où je me permettrai une petite remarque, c'est on peut aller très très loin, par contre il faut en avoir le temps. Mais globalement, en fait, non, on a quand même peu de restrictions et on a plus ou moins la possibilité d'aller partout. Après, on est dans une société où ça commence à être un petit peu compliqué de déployer beaucoup de temps et compagnie, mais si on y met les moyens, globalement, oui, on va pouvoir traverser un continent, on va pouvoir faire un tour de plusieurs pays, et tout ça, globalement accessible à tout le monde, ce qui est quand même du coup, plutôt une bonne nouvelle. J'enchaîne du coup sur ton voyage que tu as prévu. Qu'est-ce que tu as prévu exactement ? Alors, on a encore quelques petites zones de flou. Ça fait quand même pas mal de temps que le monde est un petit peu bouleversé entre le Covid, la guerre en Ukraine, mais c'est peut-être pas le bon sujet du podcast. Mais on s'est rabattu sur un objectif qui serait de rejoindre en partant en septembre, donc mi-septembre prochain, de rejoindre la Turquie et Istanbul pour les fêtes de fin d'année. Rester un petit peu au soleil entre le sud de la Turquie et la Grèce pour l'hiver, sans trop faire de vélo à ce moment-là, et ensuite de remonter vers les pays nordiques, en évitant globalement l'Ukraine à l'heure actuelle, clairement, et la Biélorussie et la Russie, mais en remontant au travers de l'Europe centrale, d'arriver, sûrement de prendre le bateau en arrivant en haut pour ne pas passer par la Russie et Saint-Pétersbourg, justement, et de retrouver donc les pays scandinaves, idéalement monter au nord des pays scandinaves, en passant par les Lofoten et compagnie, et redescendre le long sûrement des mers de la Manche et compagnie en revenant en France. Donc, vous avez déjà calculé les kilomètres, le nombre de pays, la durée? C'est encore trop flou? Ça reste quand même assez flou, puisque, alors, je pense que là-dessus, ça tout dépend du type de personnalité, de comment vous voulez prévoir les choses, mais un des avantages de faire ce schéma-là, c'est qu'on est quand même sur plus ou moins que des pays en Europe, à part la Turquie. Donc, peu de problèmes de visa, peu de problèmes de frontières.
Donc on peut vraiment adapter selon nos envies, nos désirs, s'arrêter où on veut. Si on veut passer par tel pays ou telle capitale ou aller par quel que soit l'endroit qui nous aura été conseillé, on aura la liberté de le faire. On part relativement sans pression, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'itinéraire rêvé, mais il est tout à fait possible de le changer en cours de route. Tu as parlé de bateau. Du coup, j'enchaîne. Effectivement, comme tu l'as dit aussi à Tony, on peut combiner des moyens de transport. Le train, par exemple, on peut prendre son vélo dans le train. Dans les bateaux, dans les ferries, c'est tout à fait possible. Ah ben l'ennemi du vélo, c'est l'avion, globalement. À part une compagnie du Canada qui, je crois, dispose de temps en temps de quelques places de vélo réelles dans lesquelles on peut mettre nos vélos montés en payant un petit supplément. Le passage en dessous, généralement, c'est un passage qui fait peur, puisque c'est beaucoup de casses, beaucoup de vélos traumatisés et généralement des voyages annulés si jamais c'est le cas. Mais par contre, tout ce qui va toucher au train et au bateau et parfois au bus selon les pays, clairement pas la France par exemple, ça va vraiment permettre de se rendre d'un point A à un point B pour démarrer un voyage, puisqu'en effet si vous partez pas pour 6 mois, 1 an, vous avez souvent envie de pas forcément rouler que depuis chez vous, donc ça peut permettre de rejoindre un endroit pour faire une boucle de 4-5 jours et revenir par un autre endroit. C'est tout à fait, enfin en tout cas c'est ce qui se fait énormément en voyage à vélo de manière générale. Oui, après juste pour rebondir là-dessus, le voyage, enfin depuis le début on parle de grands voyages à vélo parce que Sébastien voilà, c'est son rêve et moi aussi, mais on peut très bien faire un voyage à vélo à côté de chez soi et d'un week-end, d'une journée même. Un voyage, on peut même aller voir des amis à vélo plutôt qu'y aller en voiture. Non, mais c'est un voyage plus simple, bien sûr, mais c'est tout aussi plaisant et je veux dire, on vit tous les trois hein, et je pense que ceux et celles qui nous écoutent en Occitanie, c'est quand même une belle région où il y a une très grande variété de paysages entre les Pyrénées, la Méditerranée, l'Aubrac, le Lot, etc. Donc il y a déjà beaucoup de choses à faire dans la région et le train, le TER justement peut tout à fait aider à découvrir la région. Les TER, en fait, on peut prendre son vélo sans réserver gratuitement. Donc, il arrive même parfois que la SNCF fasse des billets à 1 euro. Donc, on peut, à certaines périodes de l'année, partir à 200 km de chez soi pour 1 euro avec son vélo et faire 2-3 jours de vélo et rentrer ensuite de la même façon en TER. Alors, je précise juste, c'est vraiment valable pour les TER et pas du tout voilà. pour les TGV. Alors, c'est un peu compliqué. Enfin, les TER, c'est gratuit, on n'a pas besoin de réserver. Par contre, il faut être sûr d'arriver pas sur la ligne jusqu'à Saint-Énarbonne. Voilà, c'est en théorie, parce qu'il y a peut-être une dizaine d'emplacements par train, en fait. Habituellement, c'est le premier wagon et le dernier. Et en période estivale comme maintenant, ça peut être assez vite rempli. Donc, il faut un petit peu se renseigner. Il faut arriver en avance pour être sûr d'avoir une place. Ça veut dire que d'autres auront pas de place, mais bon. Donc il faut arriver en avance pour être sûr d'avoir une place. Et après pour les intercités, c'est encore différent parce que là il faut réserver un billet pour son vélo, mais on peut prendre son vélo tel quel, monter. Et il y a des emplacements dédiés. Là, par contre, vu qu'on réserve, on est sûr d'avoir une place. Donc, ce qui est plutôt rassurant. Et alors, je sais plus exactement, mais je crois que c'est une dizaine d'euros. Il faut compter une dizaine d'euros pour une place pour un vélo. De mémoire, oui, c'est à peu près ça, ouais. Et après, pour le TGV, c'est encore autre chose. Là, il faut réserver et il faut démonter son vélo de mémoire et non, c'est pas ça, Sophia? Non, tu as la même chose. Enfin, en fait, tu peux avoir des places de vélo démontés ou des vélos de vélo montés, mais d'accord. Bon, c'est un petit peu plus compliqué dans les TGV, mais déjà en TER et en intercité, on peut faire beaucoup de choses dans la région. Ok. Toi, Tony, les voyages que tu as fait, pour donner un petit peu d'exemple, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire un peu ce que tu as fait en vélo? Ouais, alors déjà j'ai commencé par découvrir la région. Ça fait pas très longtemps au final, ça fait 4-5 ans que je voyage un petit peu à vélo. Et les premiers voyages, c'était des petits week-ends de 2-3 jours par ici. Et le premier, on va dire, grand voyage qui a duré 2 semaines, c'était au Maroc.
Donc j'ai traversé l'Atlas, donc les montagnes marocaines, le moyen Atlas de mémoire, de Tanger jusqu'à une ville qui s'appelle Tinrir et qui est au sud, aux portes du désert. Alors, je précise que tu l'as fait solo. Oui. Voilà. Et c'était à quelle période et combien de temps ça t'a pris? Alors c'était au mois de septembre 2019. C'était pas la meilleure période parce qu'il faisait encore très chaud. Je voulais partir en août au début. Je me suis dit bon, en août il va faire trop chaud. J'ai attendu un mois, mais c'était pareil. Donc il faisait entre, je crois, 35 et 40 degrés. Bon, c'était clairement pas l'idéal. Mais bon, on apprend avec, voilà, il faut bien passer par ces étapes-là. Et donc j'ai fait 800 km en 15 jours, avec quand même beaucoup de dénivelé. Donc ça faisait à peu près 80 km par jour. Bon, ça fait, si on fait 80 km fois 15 jours, ça fait pas 800 km. Donc j'ai dû me tromper quelque part, mais c'est pas grave. Mais voilà, ça faisait beaucoup de dénivelé. On va dire que c'était peut-être un peu trop. J'ai quand même, surtout à cause de la chaleur, souffert par moment, mais ça fait partie aussi du voyage. Enfin voilà, c'était le pays est vraiment magnifique. J'ai traversé des endroits vraiment superbes, rencontré des gens super sympas. Donc la chaleur, les kilomètres, ils s'oubliaient assez vite. Voilà. Et le deuxième grand voyage que j'ai fait, c'était l'été dernier. Là, c'était sur un mois et je suis parti de Gap, dans les Alpes du Sud, et je suis allé jusqu'à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Donc j'ai traversé l'Italie du Nord, la Slovénie, un petit bout de Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Et voilà. D'accord. Donc c'était sur un mois. Et donc là, tu as fait, je me souviens que tu m'en avais parlé, tu as fait donc l'aller à vélo, ouais. Et le retour, tu l'as fait un peu en train ou en bus, totalement en bus, mais okay. C'était un peu compliqué parce que j'avais pas forcément réservé. Enfin, je suis parfois peut-être un peu désorganisé, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais oui, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que si le retour prend du temps aussi, et finalement c'est un temps qu'on a peut-être pas forcément envie de faire parce que et oui, voilà. Clairement, après c'est bon, j'aurais pu rentrer en avion, je prends l'avion le moins possible, je dis pas que je l'ai complètement arrêté, mais je le prends que une fois toutes les quelques années, voilà. Mais donc clairement en avion, j'aurais pu être chez moi on va dire une journée. Mais l'impact environnemental était bien plus important que faire le même trajet en bus ou en train. Donc j'ai choisi le bus parce que c'était la solution la moins chère et la plus voilà, il y avait des places, mais ça m'a pris 4 jours. D'accord. Ça m'a pris 4 jours, c'était très long. Bon, il y a eu un problème à une frontière justement à cause du Covid, parce qu'il fallait vérifier tous les passes, etc. Et j'ai raté ma correspondance et donc ça a décalé d'un jour. Mais bon, c'est vrai que c'était très long, mais ça fait aussi partie du voyage. Ça m'a permis par exemple de découvrir Zagreb, puisque j'ai fait une pause d'une douzaine d'heures à Zagreb. J'ai pu découvrir la ville, donc voilà, des fois ça peut aussi apporter du positif. C'est vrai que alors ça tombe sous le sens, mais c'est vrai que quand on arrive en ville, on est en vélo quoi en fait. Donc du coup pour se déplacer dans la ville plutôt que à pied quoi en fait. Donc c'est vachement plus facile oui, pour visiter quoi. Et puis on est aussi content d'enlever ses sacoches, de pouvoir les poser dans le dortoir ou à l'hôtel et d'avoir un vélo léger qu'on peut facilement transporter dans la ville. C'est une chouette façon de découvrir la ville. On peut aussi poser son vélo pendant une journée ou deux, parce que parfois on en a marre, ça c'est clair. Et puis se déplacer à pied ou prendre le bus. Alors on parle de vélo depuis le début. Moi du coup, allons dans le dur. On parle de quel type de vélo? Parce que on va pas prendre des vélos Toulouse, on va pas prendre. Est-ce que c'est nos petits vélos de ville qu'on utilise un peu tous les jours? Est-ce que c'est des vélos de course? Est-ce que c'est des VTT? Est-ce que c'est des vélos spéciaux? Voilà. Quel type de vélo on parle pour des voyages comme ça? Il faut quand même, avant de rentrer il faut quand même se rappeler qu'on peut faire globalement tout avec tous les vélos. Et c'est quand même une des forces de tout ce qui va toucher à la randonnée vélo. Et généralement, plus vous allez monter en gamme et en modèle adapté pour un usage vraiment précis, vous allez gagner en confort, vous allez gagner en facilité à pas mal de niveaux, mais on peut, avec un peu de débrouillardise, en achetant un vélo d'occasion vraiment pas cher,
à un particulier et en retapant un petit peu dans un atelier participatif comme on va avoir à la Maison du Vélo ou à un autre endroit, il y en a plusieurs sur Toulouse notamment, on va être en capacité en fait d'avoir un vélo tout à fait adapté à sa morphologie, à la capacité de charge qui va être nécessaire. Et par contre, voilà, bien sûr, si on y met de la passion, si on a envie de partir plus loin, si on a envie d'en faire une activité un peu plus poussée, on peut monter petit à petit en gamme. Et là, vraiment, c'est un univers sans fin. Vous avez intérêt à être bien accroché niveau euro, parce que on monte très très vite dans les prix et on est globalement dans une énorme pénurie depuis le Covid, ce qui n'aide pas du tout. Mais rassure-moi, il n'y a pas besoin d'un vélo à 2000 euros pour voyager. Ah non, c'est ce que je disais, c'est ça qui est génialissime, c'est que vous pouvez vraiment, avec un petit vélo à 80 euros retaper correctement, vous pouvez vraiment aller traverser les forêts d'Amérique du Sud, ce qui est quand même pas rien. Ouais. Est-ce qu'il faut faire attention, par exemple, à des choses spéciales comme le poids du vélo, le type de roue, des choses comme ça? Le poids va pas avoir un impact si gros si jamais vous partez pour du voyage long cours, dans le sens où globalement le vélo vous allez le charger. Donc aller chercher un gain de 100 grammes par-ci par-là pour après rajouter 25 kilos de poids, ça va pas souvent avoir un intérêt. D'ailleurs, quand vous regardez des vélos plutôt haut de gamme de vélos de voyage, vous allez souvent être sur des vélos qui vont être à 14, 15, 16, 17, 18 kilos. Très très loin des vélos justement un peu sportifs et compagnie qui vont souvent être sous les 10 kilos. Mais vous allez quand même les porter. Donc globalement, si vous avez à équivalence de capacité la possibilité de descendre ce poids, bien sûr que c'est quelque chose qu'il faut viser. Et tu as parlé de confort, du coup on parle de selle. On parle clairement de selle, mais il y a beaucoup de clichés dessus d'ailleurs qui sont assez dramatiques. Mais vas-y, démonte les clichés. Allons-y gaiement. Nous, on va voir beaucoup de gens venir justement pour faire du voyage à vélo et qui vont venir avec des petites surselles matelassées qui sont globalement l'ennemi de vos fesses sur le long terme. Donc je vous les déconseille très grandement. Pensez juste que ce qui va vous faire mal pour faire du vélo, c'est le contact. Donc si vous rajoutez du contact, vous rajoutez de la douleur. Ça, c'est des petites choses qui vont juste vous servir pour améliorer votre confort sur 15-20 minutes. Mais sur le long terme, c'est une catastrophe. Par contre, chaque position de vélo a des selles adaptées, chaque vélo a des selles qui vont être plus adaptées, et chaque morphologie a une selle adaptée. Donc pour partir en voyage, typiquement, c'est quelque chose, on va pas forcément avoir besoin de payer très cher, mais on va avoir besoin de trouver la selle qui correspond à notre morphologie et à notre vélo et notre position. Et ça, c'est un petit effort à faire, mais qui vous rapportera énormément sur le long terme. Du coup, la selle, faut l'essayer. Il faut l'essayer, mais il faut pas tomber dans le fait de penser qu'elle va être mauvaise au tout début, parce que vu que c'est le contact qui vous fait mal, globalement, c'est comme si vous n'avez jamais fait de métier manuel au tout début et que d'un coup vous démarrez un métier manuel, vous allez vous massacrer les mains au début, puis vous allez avoir vous allez renforcer vos mains et ensuite ça ira beaucoup mieux. Le voyage à vélo, c'est la même chose, on a mal aux fesses au début et si on a trouvé une selle adaptée, grosso modo, assez rapidement, on n'a plus mal du tout. D'accord. Et pour avoir est-ce qu'il faut avoir des vélos électriques, assistance électrique ou pas pour... Ça peut être tout à fait une option de voyager en vélo électrique. La seule contrainte, ça va être forcément de devoir recharger son vélo de temps en temps. Donc peut-être que ça va limiter un peu les distances, etc. Mais si on ne se sent pas capable de voyager en vélo musculaire, comme on dit, complètement prendre un vélo électrique. Pourquoi pas? Il faut pas être dogmatique. Ça peut ouvrir des possibilités à des personnes qui n'ont pas trop l'habitude de faire un effort physique, ou des personnes un peu âgées, ou encore que des personnes âgées peuvent être en bien meilleure forme que des jeunes, c'est pas la question. Mais oui, pourquoi pas. Ah bah, oui, comme tu dis, effectivement, ça enlève peut-être une contrainte de physique, mais ça en rajoute une, de la recharge, quoi. Voilà. Oui, voilà. Après, aujourd'hui, il y a quand même standard, de toute façon. Oui, et puis il y a des vélos électriques avec des capacités, des batteries qui peuvent tenir 80, 100, 120 km. Donc c'est pas. Et puis je pense quand on veut prendre un vélo électrique en voyage, on va peut-être pas prévoir de faire des distances aussi importantes, parce que peut-être justement on n'a pas la capacité physique pour faire autant de kilomètres. Donc je pense que honnêtement la batterie n'est pas vraiment un problème. Après, ça veut quand même dire que tous les soirs, il faut trouver un endroit pour charger. Donc peut-être qu'on peut pas bivouaquer ou s'éloigner trop de
de ville ou de village où on trouvera l'électricité. Je pense que en France, c'est le cas partout, mais... T'as bien 5-6 heures de recharge, donc globalement, tu es quasi dans l'obligation de dormir en dur ou en camping avec de l'accès à l'électricité. Okay. Et est-ce que c'est possible du coup de voyager en tandem? Avec Alors des vélos, oui, on veut dire un peu plus originaux. mais alors là, on est vraiment dans un test sociologique beaucoup plus important. Non, globalement, ça se fait beaucoup. Une des contraintes du tandem, mine de rien, c'est que si deux personnes font pas forcément la même taille, souvent les tailles de cadre, entre guillemets, sur les deux positions du tandem ne sont pas forcément les mêmes. Et du coup, on va souvent avoir une sorte de rôle préattribué pour la personne qui va être devant et derrière selon la taille de chaque personne. Et ça peut être un peu frustrant pour la personne, on va dire, qui va être dans la deuxième position, puisque forcément, c'est un dos en visuel pour une grosse partie du champ de vision. Mais pour ça, vous avez un autre modèle de vélo dit tandem qui va être de la marque Pinot, que je vous invite à regarder, P-I-N-O, Pinot Az, le modèle. Et ils vont faire des vélos tandem assez intéressants où la personne à l'avant va être dans une position comme sur un vélo couché, donc avec une sorte de vrai siège et les pieds entre guillemets un petit peu en l'air, et l'autre personne va avoir le guidon juste derrière la première personne mais en étant au-dessus, donc ça facilite beaucoup plus les conversations. La personne qui est à l'arrière dirige, la personne de devant est bien installée, et en fait les deux s'entendent, s'écoutent facilement et surtout regardent la même chose. Donc du coup c'est vraiment une bonne manière d'essayer de voyager en tandem, mais ça a un énorme coût que je vous laisserai découvrir sur leur site. Mais globalement, c'est malheureusement pas du tout accessible à toutes les bourses. Par contre, si jamais vous en avez la possibilité à travers une location ou quoi que ce soit, c'est vraiment une expérience hyper sympathique. Ok. À votre avis, c'est quoi les points importants à vérifier sur le vélo, enfin, pour voir s'il est adapté ou pas au voyage? Justement, je voulais y revenir parce que c'est partir avec un vélo en bon état, ça va quand même être un aspect hyper important pour la réussite du voyage. Parce que si vous partez avec des pneus très usés, une chambre à air qui a déjà 4 ou 5 rustines, une huile qui est pas du tout une chaîne qui est pas du tout huilée. Prenez toujours de l'huile d'olive. Exactement. Mais ça peut potentiellement vous gâcher le voyage. Donc il va falloir quand même vérifier un minimum que le vélo soit en bon état. Si c'est son vélo de tous les jours, clairement j'espère que vous l'entretenez un minimum parce que c'est aussi important pour la sécurité. Mais c'est vrai que il est peut-être préférable de faire un petit check-up complet du vélo. Si vous n'êtes pas trop à l'aise en mécanique vélo, vous pouvez passer dans un atelier participatif ou un atelier de mécanique vélo à côté de chez vous, et pour vérifier. Alors il faudra peut-être changer les pneus, les patins de frein, vérifier que les vitesses passent bien, etc. C'est vraiment pour le confort et éviter de s'arrêter sur le côté de la route et passer une demi-heure à réparer une chambre à air, par exemple. D'ailleurs, c'est aussi important de savoir un minimum Moi, j'ai envie de dire, pouvoir réparer son vélo, quoi. C'est même indispensable. Enfin, tu peux pas... Ça va dépendre de ce qu'on appelle voyage à vélo. Ça va dépendre de ce qu'on va appeler voyage à vélo globalement, puisque si vous partez pour faire votre premier voyage à vélo, vous faites par exemple le canal du Midi, ce qui va se faire beaucoup de Toulouse à Sète, vous partez 6 à 7 jours. Il y a des réparateurs vélos relativement tout au long de la route, donc si jamais vous avez le moindre souci, vous allez quand même toujours pouvoir vous en sortir. Mais on va dire que c'est très facile d'acquérir les bases minimum pour savoir réparer une crevaison, échanger sa chambre à air si jamais, poser une rustine, revoir un petit peu ses freins et compagnie. C'est vraiment 2 petites après-midi dans un atelier ou même par soi-même avec 2-3 tutoriaux YouTube ou je ne sais quoi. Mais globalement, c'est tant qu'on ne sait pas, on a l'impression que c'est beaucoup ou quoi que ce soit, mais dans les faits, il y a vraiment rien d'insurmontable. Et c'est un vrai gain de confort et de sûreté de savoir que à tout moment, au moindre pépin, en fait, on n'est pas largué au bord d'une route, on est en capacité de réagir, on est en capacité de se relancer. Si vous partez par contre en effet pour un voyage de 6 mois ou je ne sais quoi, c'est conseillé en effet d'avoir vu quelque chose, des choses un petit peu plus complètes pour savoir réagir à des choses un peu plus techniques comme un rayon cassé ou quoi que ce soit, ou c'est des choses, si vous réagissez pas assez vite, votre voyage à vélo va vite devenir sans être un enfer, quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Après, quand on prend sa voiture, on est tenu de savoir changer une roue, donc c'est un peu la même chose, quoi.
Oui, mais c'est vrai que souvent quand on va partir sur du long cours de voyage à vélo, en fait, on va souvent s'aventurer dans des endroits quand même un petit peu éloignés de tout. Enfin, en tout cas, c'est souvent le but de rechercher. Et au milieu du désert de Gobi, c'est vrai que par exemple, on va rarement croiser un petit réparateur. Mais généralement, quand on se lance dans ce genre de choses, on va faire attention à des détails tout bêtes. On va essayer d'avoir un matériel en acier pour pouvoir le ressouder si jamais ça casse. Et on va toujours avoir sur soi de quoi réparer, on va dire, toutes les bases classiques. Mais pour rebondir sur le début de la question sur les bases du matériel, si jamais vous devez vous lancer dans un premier voyage à vélo et que vous deviez changer 2-3 bricoles sur votre vélo, des pneus renforcés en effet qui vont vous éviter 90% de problèmes de crevaison, ça peut être une bonne idée. Enquêter en effet sur cette fameuse selle, voir si elle est adaptée sur le long terme. On va dire que vos fesses vous en remercieront derrière. Et après évidemment tout dépendra du relief que vous visez, mais bon, pour le canal du Midi, si vous avez vos vitesses qui ne fonctionnent pas hyper bien, vous vous en sortirez plutôt bien. Par contre, si c'est pour passer à travers les Pyrénées, il y a des chances que vous soyez content d'avoir un dérailleur en bon état de marche et les freins du coup pour la redescendre de l'autre côté, bien entendu. Mais voilà, chaque voyage a un peu ses contraintes et évidemment plus vous allez viser quelque chose d'un peu technique, compliqué, et plus vous aurez besoin en amont de voir pas mal de choses. Mais tout s'apprend très vite et très facilement et se change à un coût, on va dire, relativement modeste tant que vous montez pas trop en gamme. Okay. Après, si vous voulez être sûr de partir avec un vélo en bon état et adapté au voyage, vous pouvez aussi le louer. À la maison du vélo par exemple, et puis là vous êtes sûr de partir l'esprit tranquille parce que et je vous conseille vivement de le réserver en avance si c'est pour les 15 premiers jours d'août. Je sais pas quand sera diffusé le podcast, mais Ok, donc on a parlé de vélo. Alors évidemment il faut des bagages, le sac à dos ne suffira pas, du coup on utilise beaucoup pour des sacoches. Donc qu'est-ce qui est recommandé? Comment ça se mesure? Comment ça se... Alors clairement, le sac à dos, c'est vraiment pas une bonne idée. À moins de partir, si vous partez une journée avec un sac à dos pas trop lourd, pourquoi pas. Mais ça devient assez vite une gêne en fait, parce que ça tire sur les épaules, on a chaud dans le dos. Donc clairement, c'est bon. Si on peut éviter, tant mieux. Après, donc l'alternative, et ce qu'on conseille bien sûr, c'est de prendre des sacoches. Si vous n'en avez pas et que vous voulez essayer le voyage à vélo pour une première fois, moi je vous conseille plutôt de les louer. C'est pas la peine d'aller acheter des sacoches pour juste 2-3 jours sans savoir si vous allez les réutiliser. On essaie quand même d'avoir une consommation responsable à Zero Waste Toulouse et ailleurs. Donc voilà, peut-être d'abord louer des sacoches pour essayer si ça vous plaît. Si vous comptez réutiliser vos sacoches, repartir en voyage, ou encore mieux, vous déplacer à vélo dans votre vie quotidienne, donc éviter la voiture, là des sacoches deviennent assez vite indispensables. Et une sacoche, c'est tout simplement une sorte de sac à dos avec des crochets qui vient s'attacher sur un porte-bagages plutôt là, souvent à l'arrière du vélo. Mais quand on part longtemps, on a besoin de plus de volume, donc on va avoir souvent 2 sacoches à l'arrière, 2 sacoches sur la roue avant, une sacoche sur le guidon pour pouvoir un peu accéder. Alors une sacoche en termes de capacité, c'est combien de litres à peu près? Ça va, on va dire de 12-15 litres jusqu'à 20-25 litres pour les plus grosses. Voilà. Après ce qu'il faut savoir peut-être, c'est bien d'essayer d'équilibrer un peu les masses sur le vélo, surtout si vous avez un vélo qui est pas forcément fait pour le voyage. Un vrai vélo de voyage, c'est un vélo qui va pouvoir supporter les charges lourdes en fait. Sur un vélo, on va dire de ville, si vous, par exemple, vous mettez tout 2 sacoches à l'arrière du vélo et que vous les remplissez, vous mettez du poids, le comportement du vélo va complètement changer en fait par rapport à ce à quoi vous êtes habitué. Donc il faut faut quand même un peu s'entraîner à conduire avec des sacoches ou pas? Oui, moi d'ailleurs la première fois, le premier voyage, grand voyage on va dire au Maroc, j'avais pas vraiment testé, j'avais pas fait en fait la configuration que j'allais avoir pendant le voyage. Donc je suis descendu de l'hôtel, j'ai tout chargé et je suis parti et je pensais que mon vélo avait un problème honnêtement parce c'était pas vraiment un vélo de voyage, c'était un vieux VTT et en fait comme tout le poids était à l'arrière, j'avais le vélo donnait une sensation de spaghetti en fait, comme si le tube horizontal au milieu, vous voyez, était tout mou.
Ouais, Et ça sur fait les un peu premiers, un effet Malabar, voilà, donc si jamais le vélo est pas adapté. les premiers kilomètres, honnêtement, je pensais que le vélo n'allait pas du tout tenir. Il a tenu. Je me suis assez vite habitué, mais c'est bien de le tester d'abord. Effectivement, avec les sacoches et avec tout le matériel que vous allez prendre et pour simuler un peu le poids que vous aurez. D'accord, donc alors évidemment c'est un nombre pair de sacoches, j'imagine, c'est quand même Souvent un peu oui, conseillé, voilà, pour équilibrer. Donc c'est 2 sacoches par exemple, on imagine combien de poids en plus sur le vélo? C'est 10 Voilà, kilos ça en va plus vraiment dépendre de ce que vous mettez dedans et pour le temps réel du voyage, hein, mais honnêtement, je saurais même pas vraiment dire en termes de kilos, mais je pense qu'on est sur une quinzaine de kilos grand maximum. Pour les deux, enfin, la sur limite une d'une sacoche, configuration souvent, voyage. ça va être une sacoche, c'est au grand maximum 10 kilos. Et quand vous mettez 10 kilos dans une sacoche, il faut vraiment y aller, quoi. Il faut mettre du plomb presque. Hein. Donc, c'est, allez, je dirais, entre 10 et 15 kilos pour les 2 sacoches. Et même si on cherche pas la performance forcément en voyage à vélo, on va quand même éviter de prendre des objets un peu dont on n'aura pas forcément l'utilité. Parce que si on peut être un peu plus léger dans les côtes, par exemple, ce sera quand même un peu plus facile. Donc, on va pas se charger inutilement, quoi. Donc toi, Tony, ça fait plusieurs mois déjà que tu t'es lancé dans la fabrication de sacoches de vélo. Donc Okia, on l'a dit, okia.fr. Tout à fait. Ouais. Du coup, ces sacoches, elles ont quoi de particulier ou... Pour moi, là, ce qui est le plus important dans ce que j'essaye de faire, en fait, c'est le côté local et artisanal. Quand j'ai eu l'idée de lancer cette entreprise de fabrication de sacoches de vélo, je voulais vraiment fabriquer, en fait, l'idée originale, c'était de fabriquer des sacoches à partir de matériaux upcyclés à 100%. Je me suis vite rendu compte que ce serait impossible si je voulais fabriquer des sacoches de qualité. Donc j'utilise des matériaux upcyclés, comme des ceintures de sécurité de voiture. Moi, c'est assez classique sur des sacs. De la chambre à air de camion aussi, par exemple. Mais on va dire que c'est pas le plus important dans la démarche. Là, pour moi, le plus important, c'est le côté local et artisanal. Et d'ailleurs, je milite un peu pour ce type d'économie où plutôt que d'avoir des très grosses entreprises mondialisées et dans n'importe quel domaine en fait. Là, on parle des sacoches parce que c'est ce que je fais, mais ça peut être n'importe quel autre domaine. Moi, j'aime bien quand on a un peu de diversité et voilà. Enfin, moi, je propose des sacoches qui sont, vous pourrez aller les voir si vous voulez. Mais si quelqu'un d'autre en Bretagne veut fabriquer des sacoches de vélo un peu différentes, je l'encourage complètement parce que ça crée une diversité. Voilà, et donc je pense que c'est ce côté-là local, artisanal et aussi le fait d'essayer de fabriquer des choses qui vont durer, des sacoches qui vont durer, auxquelles on va s'attacher. Parce que je pense qu'on s'attache plus facilement à des objets qui sont produits à côté de chez soi par une personne qu'on peut rencontrer, plutôt que par des travailleurs et souvent des travailleuses dans le milieu textile à l'autre bout du monde et en l'occurrence des sacoches qui vont être identiques dans le monde entier voilà. Okay. On peut voir tes sacoches évidemment sur tous les réseaux, Instagram notamment. J'essaye, mais c'est dur, mais j'essaye. Et bien sûr, avec le code Zero Waste to Lose, on a 50%, bien sûr. C'est réservé aux bénévoles. Donc, vous pouvez postuler pour être bénévole sur zerowastetoloose.org. C'est tout aussi important que voyager à vélo. Ok, donc oui, les sacoches indispensables plutôt que le sac à dos. Le sac à dos, c'est vraiment à proscrire. Oui. Ah non, mais il n'y a pas de débat. Hein. Okay. Le sac à dos est vraiment à proscrire. Vous pouvez rouler 20 minutes avec. Vous voulez pas l'avoir une journée complète sur le dos avec la position Après, vélo. Une alternative quand même. Ça peut être de simplement fixer son sac à dos sur le dessus du porte-bagages. Alors ça suffira pour partir très une ou limité. 2 journées. Ouais. On mettra pas beaucoup de choses. Mais si c'est les sacoches qui vous posent problème parce que vous en avez pas et vous n'avez pas envie d'en acheter ou vous pouvez pas en louer, vous mettez votre sac à dos sur
le porte-bagages et vous le sanglez avec des sangles ou un tendeur. Testez-le avant de partir parce que si c'est pour qu'il tombe tous les 5 kilomètres, ça va être un peu pénible. Mais ça peut être, c'est même, je dirais même que c'est peut-être la meilleure option pour commencer, pour débuter, pour une journée, pour aller essayer. Comme ça, au moins, vous prenez pas la tête, ça vous coûte rien du tout, et puis vous verrez ensuite. Ok, donc on a parlé de la préparation du matériel. Maintenant, on va parler un peu de la préparation physique, parce que vous, je vous connais évidemment, vous êtes des athlètes, mais ça je sais pas. Mais ça reste quand même une activité physique. Du coup, quelles conditions physiques il faut avoir, on va dire, parce qu'on parle de voyage à vélo. Quelle distance, on va dire, on peut estimer par jour à peu près? Globalement, il n'y a pas d'énormes prérequis physiques. En tout cas, vous n'avez pas besoin de vous préparer particulièrement. On va dire qu'une personne en relative bonne forme va toujours être en capacité de démarrer un voyage à vélo. Et après, généralement, on va chacun connaître un minimum nous-mêmes nos propres limites, nos propres capacités, et on va aller viser en conséquence des distances plus longues ou plus courtes. Une chose en tout cas à déconseiller fortement, c'est de vouloir trop en faire à vélo, puisqu'on va être face à des choses qu'on ne maîtrise pas, notamment le vent, et trop prévoir un nombre de kilomètres élevé pour se retrouver face au vent et devoir les faire, pour le coup, c'est le meilleur moyen de vraiment se retrouver dans une situation où physiquement, en effet, ça peut devenir très compliqué. Mais globalement, justement, voilà, si on ne prévoit pas des étapes trop longues, et donc ça va pouvoir aller, on va dire que toute personne adulte, un minimum en forme, dans des conditions normales sans trop de relief, va pouvoir facilement faire entre 40 et 60 km par jour, par exemple. Et une fois que vous avez fait votre premier, deuxième voyage à vélo, petit week-end, vous allez toujours être en capacité de réaliser, si vous auriez pu rajouter 10, si c'était un petit peu trop sur les 5 derniers et compagnie. À ajuster, évidemment, j'imagine, s'il y a du dénivelé. Voilà, bien sûr. Ça fait partie d'ailleurs des choses, enfin là on parlait de préparation, mais voilà, quand vous allez préparer votre itinéraire à vélo, généralement, un des critères favoris à regarder, ça va être d'un côté la météo, pour notamment savoir si vous aurez du vent dans le dos de face ou pas de vent du tout, et l'autre étant le dénivelé, puisque je pense que tout le monde est au courant que face à une grosse côte, face à un col, on réagit pas de la même manière, le rythme est pas le même. Mais la redescente est beaucoup plus sympathique que dans une marche à pied. Est-ce qu'il faut prévoir un jour de repos tous les 2-3 jours de vélo ou des choses comme ça, ou pas forcément, ou est-ce que c'est, après vous allez me dire, c'est peut-être la liberté, on choisit ce qu'on veut, est-ce qu'on roule le matin, est-ce qu'on profite l'après-midi, est-ce qu'on... On ressent son corps, en fait, on le sent au jour le jour. Moi, je sais que mon dernier voyage l'été dernier, la première semaine a été un peu difficile, alors que pourtant je me déplace à vélo tous les jours, etc. Mais bon, je faisais justement trop de kilomètres par jour, je pense, et du coup j'avais quelques douleurs aux genoux, etc. Et au bout de 5-6 jours, j'ai fait une journée de pause, je me suis reposé, je suis reparti le lendemain, j'avais plus aucune douleur et les douleurs ne sont pas revenues. Donc les premiers jours sont toujours un peu voilà, il faut que le corps s'adapte. Donc voilà, se reposer quand en fait on en ressent le besoin, et c'est pour ça qu'avoir un itinéraire un peu flexible, de pas être au jour près, c'est super important. On peut se garder quelques jours de réserve, on va dire, au cas où on soit fatigué, ou au cas où on ait envie de rester à un endroit parce que on le trouve trop bien et on veut rester quelques jours de plus, quoi. Et du coup, on va parler d'itinéraire. Comment est-ce que vous prévoyez les itinéraires? Est-ce qu'il y a des apps, des sites? Est-ce que vous faites avec une petite carte à l'ancienne? Alors, il y en a à éviter déjà. Ne faites pas vos itinéraires vélo en mettant l'option vélo sur Google Maps. D'accord, ok. C'est le meilleur moyen de se retrouver perdu dans des champs sans tracé, sans chemin, sans rien, okay, ou au milieu d'une forêt face à une falaise. On se demande bien pourquoi le tracé voudrait passer par là. Je parle de vécu, bien sûr. Et après, non, au contraire, vous avez pas mal de choses un petit peu plus adaptées. Vous allez avoir Komoot, qui existe depuis un petit moment maintenant. Vous allez avoir, si vous êtes sur des itinéraires plutôt français, un site qui s'appelle France Vélo Tourisme, sur lequel vous allez avoir pas mal
de petits sites à l'intérieur dédiés aux gros itinéraires français, dans lequel vous avez de la cartographie, sur lequel vous pouvez voir votre point GPS et compagnie. Donc, on va dire qu'on est à une époque où justement le petit côté carte et stylo n'est plus complètement nécessaire. On n'a pas besoin d'être un énorme aventurier, de maîtriser son nord avec une boussole pour réussir à arriver au bout d'un séjour. Mais par contre, en effet, d'utiliser les bons outils, ça va souvent vous permettre d'un côté d'avoir accès justement aux bonnes informations de relief et compagnie, que ça vous propose des itinéraires au minimum adaptés. Vous avez GeoVélo par exemple qui va très bien fonctionner en France dès que vous arrivez dans la partie urbaine et qui vous permettra de prendre des itinéraires un petit peu sécurisés. Et aussi notamment quand vous prévoyez vos itinéraires, c'est des outils qui vont être beaucoup plus pertinents pour tout ce qui va toucher à la durée de l'étape, puisque typiquement si on revient sur le fameux Google Maps, il va avoir un algorithme très très basique qui va juste appliquer une sorte de kilomètre-heure un peu basique, et généralement c'est quelque chose que vous n'allez pas du tout tenir selon le relief, selon votre poids pour des grosses étapes. Donc en vous mettant vers des bons outils comme Komoot et compagnie, vous aurez accès à quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux. Après, quand on débute et même plus tard, c'est peut-être une bonne idée d'utiliser en fait ce qu'on appelle les véloroutes ou les itinéraires cyclables qui sont balisés, qu'on peut facilement trouver sur internet. Il y a un grand réseau de véloroutes partout en Europe. Alors ça va pas forcément être des pistes cyclables dédiées où il y aura que des vélos, mais ça peut être des petites routes avec très peu de voitures, etc. Mais c'est l'avantage, c'est que c'est un peu plus en sécurité, parce qu'il y a rien de moins pénible et désagréable de rouler sur une route avec plein de voitures. On se sent pas en sécurité, on profite pas, même si les paysages sont magnifiques. Donc, quand on crée son itinéraire, il faut quand même essayer de favoriser les petites routes où il y a moins de monde, ou les itinéraires cyclables. Voilà. Donc par exemple, je crois de mémoire qu'il y a 13 Eurovélo, même peut-être plus, je sais plus. Je suis un mauvais élève là-dessus. Et mais vous pouvez par exemple partir du sud du Portugal et aller jusqu'au Cap Nord qui se trouve en Suède, Finlande ou Norvège, je sais plus. Désolé. Et mais vous allez longer l'Atlantique en fait en parfaite sécurité et voilà. Donc je pense que qu'on débute ou pas, si on peut favoriser ce genre d'itinéraire, c'est quand même une bonne idée. Et juste pour revenir sur la préparation physique, je voulais juste te dire, moi, je pense que la meilleure préparation physique, c'est de se déplacer à vélo dans sa vie quotidienne. Et éviter, si on peut, je comprends bien que ce soit pas toujours possible, mais éviter de prendre la voiture pour faire, par exemple, 5 kilomètres pour aller acheter sa baguette. Mais si on fait du vélo tous les jours, quelques kilomètres, en fait, quand on part, on va forcément faire plus de kilomètres en voyage, mais notre corps est déjà relativement habitué. Voilà. Ok. Alors, bon, là, on a parlé que de bonnes choses. C'est le rêve. Et du coup, c'est quoi les galères qu'on peut avoir à vélo? Quel genre de problèmes on peut rencontrer? Honnêtement, des très grosses galères si on enlève le côté vraiment gros accident et compagnie qui pourrait arriver, accident de la route ou vraiment vélo mis en miettes sur je ne sais quel accident quelconque. Il y a quand même peu de choses qui peuvent vraiment venir vous coincer. La météo. La météo, c'est quelque chose qui fait peur généralement. C'est quelque chose, tant qu'on n'a pas été confronté aux situations, on a un peu l'impression que c'est quelque chose d'insurmontable. Mais la pluie, c'est pas quelque chose de dramatique du tout. On s'équipe et une fois qu'on est équipé, globalement, c'est moins agréable. Voilà, c'est un peu moins agréable, mais c'est vraiment juste souvent un mauvais moment à passer. C'est pas d'ailleurs même. Moi, je dirais que, personnellement, quand c'est une petite pluie, je trouve que ça rajoute un peu un côté un peu encore plus nature au voyage en fait. Voilà, c'est ça. On est. Pour moi, l'élément le plus dur à supporter, c'est la chaleur. Parce qu'on peut pas vraiment s'en protéger en fait. La pluie, on peut s'en protéger, le froid aussi, et la chaleur, ça va être peut-être plus compliqué. À moins de s'arrêter, bon, il faut boire beaucoup, etc. Mais quand on roule, bon, l'avantage du vélo, c'est que quand on roule sur du plat, on crée quand même un peu d'air. Donc on n'a pas vraiment chaud quand on roule sur du plat.
Mais dès qu'on s'arrête, par contre, c'est plus la même histoire. Ou quand ça monte aussi, c'est plus la même histoire. Mais donc moi, je dirais peut-être essayer de partir. Alors là, le podcast va être diffusé, j'imagine, dès demain. Donc on est le 26 juillet. Donc si la semaine prochaine il fait 40 degrés, ne partez pas. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être rouler plutôt le matin. Ou voilà, vous décalez un peu, vous roulez oui, il faut éviter les grosses heures, mais après à ça 14 heures à à 40 degrés, bon, non, il vaut mieux faire la sieste et se préparer pour rouler plus tard. Moi, j'aurais plutôt tendance à avoir peur du vent qui, en plus de vous ralentir et de vous épuiser, en fait, vous met on va dire un rapport d'effort complètement dramatique dans le sens où vous allez moins vite tout en faisant beaucoup plus d'efforts. Donc on va dire que pour arriver au même nombre de kilomètres, vous avez quand même à mettre une quantité d'énergie qui est beaucoup plus importante. Mais bon voilà, ça fait partie des petits aléas de la vie, on s'y fait très bien. On va dire que la météo est moins dramatique que ce qu'on imagine vraiment avant d'avoir vraiment voyagé sous les différentes conditions. Tu en as un peu parlé tout à l'heure, Sébastien. Les passages frontières en Europe, c'est pas un problème. Et après, ailleurs, est-ce que vous avez parlé d'expérience ou de retour à ce sujet? Alors moi, j'ai déjà passé d'autres frontières, mais à pied. Il m'est rien arrivé de bien fou. J'ai déjà eu pas mal d'échos d'autres voyageurs sur des frontières où tout s'est bien passé, mais où on va dire qu'il y avait quand même des petites astuces à essayer d'avoir, puisque selon les pays dans lesquels vous allez rentrer, vous pouvez quand même être confronté à des tentatives d'escroquerie assez compliquées. Mais globalement, j'ai toujours eu des retours de gens qui s'en sortent, donc ça a l'air de passer au final. Est-ce que quand les douaniers voient arriver des voyageurs à vélo, est-ce qu'ils sont surpris, étonnés, suspicieux ou pas forcément? Non, globalement. Et puis, il faut réaliser qu'on n'est plus dans l'époque des tout premiers voyageurs à vélo. On est quand même sur quelque chose qui est presque à la mode aussi maintenant d'une certaine manière. Donc, on va dire que vous n'êtes plus devenus les extraterrestres qui arrivent de je ne sais où. Typiquement, voilà, moi, un des premiers, là, le projet initial, c'était plutôt de partir vers la Mongolie. Peut-être qu'il y a 15 ans, partir en Mongolie à vélo, on était un petit peu les premiers cyclistes que aller voir passer une population et donc, par extension, les douaniers du coin. Maintenant, déjà, des gens qui partent dans cette direction, je vais pas dire que c'est une autoroute, mais globalement, il va y avoir quand même beaucoup de monde qui y va. Donc, on a plus cet aspect-là d'être des gens un peu farfelus. Ça reste un peu exceptionnel par rapport à, on va dire, à une masse de gens, mais on n'est quand même pas les pionniers du coin en train d'inventer ou de réinventer un monde. C'est quand même plus le cas. Est-ce qu'il est, à votre avis, possible de voyager avec des animaux ou avec des enfants? Oui, tout à fait. Oui. J'ai vu plusieurs. J'ai croisé sur Internet, donc j'ai pas réellement croisé, mais j'ai des voyageurs à vélo qui étaient accompagnés d'une poule, d'un chat, de quoi d'autre, j'ai poisson, je sais pas chiens, quand même, parce qu'un aquarium c'est un peu lourd, mais beaucoup de chiens, ouais. En tout cas, moi j'ai vu chiens, avec des remorques hyper adaptées, c'était très drôle à voir passer justement. Okay. Et vraiment. Mais là, par contre, pour le coup, si jamais vous voyagez avec un animal, en termes de frontières, vous compliquez vraiment la tâche. Ouais. Avec des enfants, ce qui est quand même différent. Oui, pas dans la même remorque. Hein. Non. Mais avec des enfants, c'est possible en famille. Alors peut-être qu'on va pas aller jusqu'en Mongolie avec un enfant de 2 ans, même, encore que pourquoi pas, mais il aura peut-être 2 ans au début et 3 ans à la fin. Voilà, c'est vrai. Mais partir en week-end en famille avec des enfants, oui, bien sûr. Et je pense que d'ailleurs ils sont beaucoup mieux dans une remorque à vélo à l'air libre que derrière une voiture dans les bouchons sur l'autoroute des vacances. Oui, puis maintenant vous avez beaucoup de solutions. Globalement, la découverte du voyage avec le vélo pour un enfant, elle est quand même hyper sympathique, puisque tant que l'enfant est encore en très bas âge dans une remorque, on va peut-être pas espérer forger trop de souvenirs, mais maintenant il existe quand même pas mal de solutions pour venir tracter par exemple un enfant à l'arrière d'un vélo et lui permettre à la fois d'alterner pédalage et repos et compagnie. Et là pour le coup, vous allez donner quand même un certain goût du voyage, un certain goût de la découverte. Nous, on voit passer beaucoup, du coup, forcément, à travers le canal à vélo, de familles qui font leur premier voyage ou qui sont déjà des voyageurs avertis en famille. Et c'est généralement quand même des familles avec des enfants très débrouillards, bourrés du sens de la découverte et compagnie. Et ça donne on va dire plutôt un minimum d'espoir dans le monde en voyant des jeunes générations qui découvrent le monde à vélo plutôt que cachés derrière un écran.
Super. Au rayon des conseils, du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire comme les indispensables à avoir avec soi pour partir en voyage à vélo? Un vélo? Non, mais je veux dire des matériels, vêtements, applications, je sais pas, ou... Globalement, vous allez avoir, on en a déjà un petit peu parlé, hein, mais tout ce qui va toucher à la réparation de votre matériel et les minimums, tout ce qui va permettre de réparer une crevaison, quelques clés pour toucher les réglages basiques de votre vélo. Selon par où vous allez passer, d'être en capacité de porter suffisamment d'eau pour vos besoins, puisque évidemment si vous êtes sur un voyage à vélo plutôt de style bivouac, il vous faudra de l'eau pour le soir, pour manger, on n'est pas toujours en capacité de retrouver un point d'eau si on passe pas forcément en ville pendant 2-3 jours. Et après, tout dépendra du niveau de confort que vous voulez gagner, mais des vêtements techniques de sport vont apporter un certain intérêt. Vous allez avoir, par exemple, moi je me suis là récemment équipé en laine de mérinos pour avoir des vêtements qui, si jamais vous, c'est pas forcément si cher, mais il faut les chercher comme il faut, mais qui vont vous permettre d'avoir, on va dire, moins de problèmes d'hygiène si jamais vous êtes longtemps sur les vélos sans justement passer en ville ou quoi que ce soit. Vous allez avoir plein de petits détails petit à petit comme ça, et généralement ça va être du gain de poids, ça va être de la praticité. Entre une serviette classique et une serviette en microfibre par exemple, le temps de séchage va pas être le même et pourtant vous allez absorber autant d'eau quand vous allez vous sécher. Donc il y a plein de petits matériels comme ça. Et si vous bivouaquez, typiquement une tente qui résiste bien à l'eau, des sacoches qui sont vraiment étanches, un bon matelas de sol. Maintenant ils font des choses des choses géniales plutôt, qui sont relativement confortables tout en étant très faciles à transporter et à ranger. Donc il y a quand même tout un univers autour de l'univers de la randonnée et de la randonnée vélo, où si vous y prenez goût, vous avez accès à du matériel qui va très largement vous faciliter la vie. Et c'est vrai qu'on était plutôt sur les indispensables, je réalise, avec ma réponse. Ça marche aussi. On peut facilement après trouver des listes de matériel sur des blogs, sur internet. Potentiellement il y a beaucoup de choses auxquelles on doit penser si on doit partir plusieurs semaines. Si on part 1 journée ou 2 jours, forcément c'est plus facile. Mais en gros, tout ce que vous prenez habituellement dans un voyage normal, on va dire, donc sans vélo, vous allez a priori devoir le prendre pour un voyage à vélo aussi, plus tout ce qui est lié directement au vélo, donc de quoi réparer, etc. Mais le plus simple, c'est d'aller sur des blogs, trouver une liste de matériel, et puis voilà, comme ça vous êtes sûr de rien oublier. Alors, si une personne voulait se lancer, vous lui diriez de commencer par quoi en fait? De démarrer par sûrement un itinéraire en effet sécurisé. Comme le canal du Midi Alors en l'occurrence, je conseillerais pas forcément le canal du Midi, ou en tout chiant. Cas. Pardon. Donc, non, refais. mais non, mais t'as le droit de le dire. Non, mais c'est bien, c'est plat. C'est un peu monotone par contre. Non, mais je le conseillerais surtout pas au niveau à l'heure actuelle, le revêtement du canal du Midi est peu adapté et va être refait sous 2 ans, donc patientez encore un petit peu. Vous avez le canal latéral entre Toulouse et Bordeaux pour des Toulousains qui va être très accessible, et il faut pas hésiter. On a beaucoup de véloroutes autour de Toulouse qui sont quand même très sympathiques, faciles d'accès. Vous pouvez partir, rejoindre Montauban et faire la vallée de l'Aveyron par exemple, qui va vous amener jusqu'à la Guépier. Vous pourrez revenir en train très facilement. Vous avez la facilité d'aller jusqu'à Cahors aussi, ou d'aller à Cahors en train et de faire le long du Lot. Il va y avoir une véloroute pas loin de la Dordogne. Vous allez pouvoir, si vous allez jusqu'à Bordeaux, continuer sur la Vélodyssée. Enfin, il y a plein d'itinéraires où vous n'avez pas de gestion d'itinéraire particulière, puisque c'est déjà tracé, c'est indiqué, c'est fléché. Les revêtements sont bons. Et vous avez en plus petit à petit vous pouvez vous aider par exemple sur les itinéraires cyclables les plus fréquentés autour de Toulouse. Vous allez avoir le label Accueil Vélo qui va vous permettre de trouver des loueurs, des réparateurs, des restaurateurs, des hôteliers qui vont répondre aux différentes attentes, on va dire, d'un cycliste en train de voyager. Donc il y a des outils, il y a de quoi vraiment se faciliter la tâche sans trop de galères. Et de manière générale, c'est tout bête, mais le canal à vélo, donc la partie tourisme de la Maison du Vélo, on fait aussi de l'accompagnement et du conseil. On est là aussi pour ça. Donc, je veux dire, si vous avez des questions, vous n'êtes pas obligé d'être des futurs locataires pour venir poser des questions. On renseigne quotidiennement du monde. On a des cartes, on a pas mal de choses à vous apporter si jamais
si jamais vous avez la moindre question. Et on pourra vous accompagner sur la réparation du vélo, sur l'atelier participatif. On va dire que le but quand même de la maison du vélo à la base, ça reste cet accompagnement-là et ça marche aussi pour la partie voyage. Alors moi je conseillerais, j'ai 2 petits itinéraires en tête d'une journée que je La passe à Païs. alors j'ai oublié les noms de ces itinéraires, mais c'est entre Bédarieux et Mazamet, c'est ça? La passe à Voilà, Païs. donc on a la même idée. Donc ça veut dire que c'est le top du top. Si on est 2 voilà, c'est confirmé. Donc c'est une piste cyclable en fait qui est sans voiture parce que c'est une ancienne voie ferrée qui a été réaménagée en piste cyclable qui va de Mazamet jusqu'à Bédarieux dans l'Hérault et qui est vraiment magnifique. Ça fait je crois une 60aine de kilomètres. D'accord. Il y a un peu de dénivelé de mémoire surtout un endroit, enfin voilà, ça monte un peu, mais c'est pas du tout insurmontable. Rien de tragique. Mais du coup, c'est, moi je dirais un petit peu moins monotone que par exemple le canal du Midi, où et voilà, et donc donc Sébastien, ça s'appelle la Passe à Païs. La passe à Païs. Voilà, entre Mazamet, où vous pouvez aller en train d'ailleurs depuis Toulouse. Je pense qu'on est surtout écouté à Toulouse, donc on va De Le Monde. dans le monde entier même. Et alors si jamais vous partez de Lima, donc vous devez prendre l'avion. C'est ça. Et au montage. et une deuxième piste cyclable que j'aime beaucoup, c'est entre Saint-Giron et Foix. Pareil, c'est une ancienne voie ferrée qui a été réaménagée, donc 0 voiture, ça monte pas. Il y a un faux plat montant pendant la moitié de l'itinéraire et ensuite un faux plat descendant, donc c'est assez léger et c'est vraiment très beau. On peut facilement s'arrêter, trouver à manger, à boire, etc. Et peut-être un autre petit conseil pour débuter, on n'est pas obligé d'aller camper en fait. Camper, c'est pas forcément le plus facile. Alors c'est gratuit, mais on dort pas forcément bien au début. Moi d'ailleurs, je dors pas forcément toujours bien. Il faut avoir du bon matériel, un bon matelas, etc. Donc on va pas faire une nuit comme on fait dans son lit, quoi. Ça veut dire qu'on transporte une tente et tout voilà, ça. Donc c'est du matériel en plus. c'est du poids ça en peut être plus, très etc. rassurant de se dire qu'on va dormir à l'hôtel. Ouais. Alors l'hôtel, l'inconvénient c'est le prix. Moi je trouve qu'un juste milieu entre le camping et les hôtels, c'est les auberges de jeunesse et les dortoirs, où on peut facilement trouver des auberges de jeunesse à 15 ou 15 euros, 20 euros la nuit. Parfois on se retrouve même tout seul dans un dortoir en hors saison, donc c'est comme si on avait sa chambre à soi. Et voilà, moi je trouve que c'est un bon compromis, c'est pas cher. Ça permet aussi de rencontrer du monde le soir. Si on voyage à vélo tout seul, le soir, on a bien envie aussi de discuter un peu. Et donc voilà, moi je conseille les dortoirs, les auberges de jeunesse. Quand vous parlez de voyage à vélo avec des gens que vous connaissez et que vous avez envie de leur donner envie, qu'est-ce que vous leur racontez comme anecdote, comme chose que vous avez vécue? Vous voulez les motiver à... Alors il y a souvent un truc qui marche quand même assez bien, c'est les photos. Puisque généralement, quand même, le fait de voyager à vélo, c'est quand même d'enchaîner beaucoup de points de vue assez sympathiques et d'avoir le temps de prendre les photos qui y sont associées. Surtout les selfies avec Sébastien. Ah ben oui, c'est vraiment mon grand truc, clairement. Mais de manière générale, en fait, c'est beaucoup d'anecdotes, hein, puisque quand on voyage à vélo, on rencontre du monde, on rencontre des gens. En fait, on vit vraiment tous les moments. Si vous voyagez en voiture, généralement, votre première interaction, elle est sur une aire d'autoroute entre toilette et café. Bon, il se passe rarement des choses passionnantes. Dès que vous voyagez à vélo, le moindre arrêt, la moindre chose. Et puis, souvent, les gens s'interrogent, en fait, si vous êtes sur un gros voyage à vélo, que vous êtes très chargé, souvent, les gens veulent savoir d'où vous arrivez. Ça crée du lien, ça crée du contact. C'est quand même beaucoup de rencontres et beaucoup d'anecdotes. Le moment, si vous bivouaquez, il y a quand même toute la recherche de votre site de bivouac le soir, qui généralement, c'est c'est quand même un petit jeu de trouver un endroit sympathique, notamment pour faire des belles photos et essayer d'énerver au maximum les personnes qui ne peuvent pas être là. C'est quand même... Bravo, on voit l'esprit. Suivez Sébastien dans ses voyages, bien sûr. Ah bah oui, alors là, on va s'en donner à cœur joie. Et toi, Tony? Non, mais la même chose. Je raconterai juste une petite anecdote parce que je l'aime bien. C'était l'été dernier en Bosnie. Donc c'était dans les derniers jours en fait. J'avais pas du tout prévu de moyen de retour.
Donc je savais pas comment j'allais rentrer. Enfin, je savais que j'allais prendre le bus, mais je connaissais pas trop l'itinéraire. Donc je suis allé dans un office du tourisme en fait, tout simplement. Et j'ai rencontré une dame qui m'a aidé à trouver en fait un bus entre Sarajevo et Zagreb. Et cette dame en fait c'était une vice-championne olympique puisqu'elle avait elle était joueuse de basketball et elle faisait partie de l'équipe de l'équipe de Yougoslavie à l'époque, et elle a joué la finale des Jeux olympiques contre les États-Unis en 88 à Séoul. Et voilà. Et si j'avais voyagé, je pense, de façon beaucoup plus organisée, je l'aurais pas rencontrée. Elle était adorable. Elle était super contente de m'aider. Et voilà. Donc ça, des histoires comme ça, c'est qu'un exemple, mais il y en a plein. Alors pas forcément avec des champions olympiques. C'est la seule fois où j'ai rencontré une médaille olympique, bien sûr, mais des personnes toutes simples comme nous, mais qui peuvent raconter un peu la vie sur place, qui vous invitent à boire un café. Et c'est juste que c'est beaucoup plus facile à vélo, parce que on n'est pas enfermé dans une voiture, on peut beaucoup plus facilement vous aborder en fait. Est-ce que vous auriez, là on arrive à la fin, des recommandations? Ça peut être des sites, des chaînes YouTube, des apps, des podcasts, je sais pas, des marques de... Alors moi je suis très peu réseau social, donc je vais quand même avoir peu de références liées à ça, mais en tout cas vous allez pouvoir facilement trouver des... Tony en avait parlé, il y a des Eurovélos qui sont c'est créé par l'Europe et compagnie, donc si vous tapez Eurovélo sur un moteur de recherche, vous allez trouver sur le site qui est les références. Si vous regardez au niveau des véloroutes françaises, vous allez pareil retrouver facilement leur référencement. Et tous ces petits tracés, c'est des idées, c'est des endroits. Des fois, vous avez peut-être voulu absolument faire la Dordogne, vous comptez la faire, vous allez voir qu'en fait, la Dordogne elle peut se faire à vélo. Si vous souhaitiez aller faire la Méditerranée, vous allez voir qu'il y a l'Eurovélo, alors je sais plus quel numéro, mais longe la Méditerranée. Et ainsi de suite. En fait, globalement, l'Europe et même les États-Unis et compagnie, si jamais on veut s'extraire encore plus loin, sont balisés globalement de routes de vélo. Donc c'est très très facile d'aller rechercher des nouvelles idées, des nouveaux endroits et de se créer son futur voyage globalement. Alors, je suis pas très réseaux sociaux non plus, je me force un peu, mais donc j'ai pas vraiment non plus de réseau de chaîne ou quoi à recommander, mais peut-être moi, je pensais au site internet des offices du tourisme d'un département ou d'une région. Si vous voulez découvrir le Lot, vous allez sur, je sais pas, lot-tourisme.fr. Il faudra vérifier, c'est sûrement pas ça. Mais il y a souvent des rubriques dédiées au voyage à vélo. Donc ça peut être une idée. Et après, vous pouvez trouver des blogs tenus par des voyageurs et des voyageuses à vélo pour avoir des idées d'itinéraire sur le matériel, etc. Ok, super. Du coup, quand vous êtes des pros des réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors moi nulle part, clairement. Parfait, merci Sébastien. Mais par contre, on peut se retrouver à la Maison du Vélo. Par contre, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est très facile de retrouver le côté professionnel au niveau de la Maison du Vélo et plus précisément au canal à vélo. Donc on demande Sébastien à la Maison du Vélo tout, c'est ça? Alors vous pouvez me demander, certes, mais que jusqu'à la fin août, puisqu'après je serai sûrement suivable pour mes proches d'une certaine manière, mais certainement pas à travers un blog. T'as pas encore ouvert tes chaînes et ton réseau? Et non, et je crains qu'elles ne s'ouvrent jamais. Ah voilà, ok, d'accord. Et toi Tony, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors personnellement nulle part aussi, mais je vous ai bien choisi tous les deux. Donc je ne partagerai pas non plus mes voyages. D'ailleurs Chris m'a un peu forcé à venir parler un peu de voyage, mais j'en suis très heureux. Par contre, vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse de découvrir mon travail, pareil, donc côté professionnel, sur okia.fr, donc c'est ockya.fr. Voilà. Sur Insta, sur Instagram et Facebook aussi. Et bien sûr, oui. un site web. Et un site web, oui. Ok, super. Merci beaucoup Tony, merci beaucoup Sébastien pour tous ces bons conseils. Merci à toi. Et merci à moi. Merci Zero Waste Toulouse. N'oubliez pas de nous suivre, de nous encourager, de nous laisser des petits coms, des petits likes et de partager le podcast.
Puis passez un bon été, voyagez bien à vélo, hydratez-vous bien et on se retrouve à la rentrée. À Ciao. bientôt. Ah.